Où est notre liberté si nous ne faisons qu'imiter les autres ? Comment ne pas vivre notre vie en pilotage automatique ? Je suis Jean-Marc Philippot, coach d'entrepreneurs et de profils atypiques, fondateur du réseau de coach Aden Coaching. Dans Décalage, je vous fais rencontrer des personnes en recherche de leur propre singularité et de la vie bonne pour elles-mêmes ou qui accompagnent leurs semblables dans une telle recherche. Parce que la vie est trop courte pour tourner tel un hamster dans sa roue. Bonjour, aujourd'hui pour ce deuxième numéro de Décalage, j'ai la joie et le plaisir de recevoir Jean-Charles Kurdali. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Jean-Marc. Je vais évidemment te laisser te présenter, mais sans faire trop de spoiling, un petit peu expliquer qu'est-ce qui fait que j'ai pensé à toi pour ce deuxième épisode. Outre le fait que ça fait quelques mois maintenant qu'on se parle et que j'ai suivi ton périple en Géorgie, en Hongrie et maintenant de retour en France en attendant une prochaine destination tenue secrète. Ce qui m'a fait penser à toi, c'est plusieurs choses. C'est déjà que tu t'es réinventé à 30 ans, tu t'es réinventé plusieurs fois. Et comme le thème de Décalage, c'est un petit peu celui de la liberté, et comment faire autre chose qu'imiter les autres, comment trouver la vie bonne pour soi et sa singularité. Et au cas où ça ne suffirait pas, c'est qu'en plus tu démarres un podcast sur un thème assez similaire au mien, puisque tu parles de mener une vie intentionnelle et consciente. On aura l'occasion d'en reparler. Alors ça sera deux podcasts à la fois très proches et très différents, parce que nous sommes deux personnes très différentes, donc je l'espère complémentaires. Donc voilà, c'est un petit peu ces raisons-là que je me suis dit très clairement lorsque j'ai dû choisir mes 3 premiers cobayes pour mon podcast, que tu en ferais nécessairement partie. Voilà. Sur ce, je te laisse te présenter de la manière qui te conviendra compte tenu de cette brève intro. J'ai toujours du mal à me présenter, comme tu as dit, la notion de réinvention fait que ça peut être déstabilisant même pour soi des fois de savoir qui on est, comment on veut se présenter. Mais toi, si je devais me présenter là, au moment où on parle en décembre 2021, je dirais que je suis un lecteur pour commencer. Je suis quelqu'un qui adore lire, qui se considère de plus en plus comme un penseur, un apprenti philosophe, ce qui est très loin de ce que je faisais initialement quand on reviendra dessus. Créateur de contenu, ça depuis plusieurs années, sur des thématiques qui ont évolué de l'entrepreneuriat à plutôt des sujets philosophiques et sociétaux. Et coach aussi, d'ailleurs c'est par là qu'on s'est connus, pour la petite histoire pour ceux qui nous écoutent. Coach d'entrepreneurs sur toute dimension. Donc j'accompagne les entrepreneurs, mais on parle vraiment de tout sujet qui peut les aider, aussi bien pour leur vie personnelle que professionnelle, toujours avec une intention quand même de les aider à aller vers leurs objectifs, ou l'endroit où ils veulent aller en tout cas, même si des fois ils savent pas toujours exactement où c'est, mais en tout cas on essaye de trouver cet endroit et de les amener le plus possible dans la bonne direction par rapport à leurs objectifs. Et aussi, comme tu disais, donc j'essaye de réfléchir à des questions. Alors, qu'est-ce qu'une vie bonne ou une bonne vie ? On peut le dire dans les deux sens, avec une petite nuance peut-être. À notre époque, comment sortir d'un mode de vie, ce que j'appelle par défaut un mode de vie intentionnel. Et du coup, je m'intéresse à 3 thématiques, qui est le bien penser, le bien vivre et le bien travailler, le bien contribuer à notre époque, encore une fois. Et je m'intéresse du coup en ce moment, mes centres d'intérêt, ça va être la philosophie antique, la psychologie, l'histoire, la sociologie, l'entrepreneuriat et tous les courants modernes, on va dire, qui créent des enjeux et des problématiques. Donc j'essaie de penser autant ce qui s'est passé avant de ce qui se passe en ce moment, parce que le but c'est quand même d'avoir un intérêt un impact sur le réel, l'actualité, le présent, et pas juste un historien ou de vivre un peu reclus. Donc voilà, je suis un petit peu, c'est comme ça, je pense que on peut définir ce que je fais en ce moment et à quoi je réfléchis. Tu te définis comme penseur et comme lecteur, et après, ces thématiques évidemment, tu les as pas choisies par hasard, parce que dans ta présentation, tu as un peu sauté quelques-uns des épisodes précédents de ta vie, il me semble. Oui. Puisque je crois savoir que tu as été alors tes études je sais pas trop, j'ai compris que tu étais largement autodidacte, mais j'ai peut-être loupé des trucs. Après je sais que tu as été joueur de poker, ce qui est quand même et à titre pro ou semi-pro ou quasi-pro, je sais plus trop. C'était mon activité qui me rémunérait, ouais.
Donc c'était ton métier, hein, oui. Très concrètement. Qu'ensuite tu as été entrepreneur, tu as monté une boîte, tu l'as dirigée pendant quelques années, puis tu l'as revendue, et que c'est finalement, seulement après, t'avais peut-être commencé en parallèle, mais seulement après que tu as développé ce dont tu viens de parler là, c'est-à-dire que ce que je me dis, hein, mais tu nous en diras plus, c'est que finalement ces modalités ou ces schémas de comment faire pour avoir une vie intentionnelle, tu te les es d'abord appliqués à toi-même, parce que c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un parcours linéaire. On peut pas dire que chaque étape appelle naturellement la suivante. À chaque fois, vu de ma fenêtre, c'est-à-dire d'assez loin, évidemment, ça fait quand même l'impression de virages assez radicaux, hein, de joueur de poker à entrepreneur, d'entrepreneur à philopreneur. Alors tu nous expliqueras aussi le concept. À auteur, à podcasteur, t'as aussi une newsletter qui a plus de 5000 abonnés. Tout ça, c'est un parcours où, vu de loin, je me dis tiens, ça c'est singulier, c'est pas là pour le coup, on n'est pas dans le mode par défaut ou dans ce que j'appelle le pilotage automatique, ce qui revient un peu au même. Il y a une vraie réflexion derrière, ou en tout cas une vraie nécessité de bouger. Ouais, on pourrait se poser la question parce que aussi on pourrait se dire qu'effectivement si ça semble incohérent de l'extérieur, peut-être qu'on pourrait dire que je me balade au gré du vent et que je suis totalement en pilotage automatique et je ne sais pas exactement où je vais. Alors, on pourrait avoir cette approche là aussi. Après moi je vois la cohérence effectivement, et c'est vrai que c'est bien que tu me remettes un petit peu entre guillemets à mettre en avant mon parcours initial, enfin mon histoire. C'est vrai qu'en fait pour moi tout ce que je fais c'est essayer de répondre à la question comment bien vivre en fait tout simplement à titre personnel déjà comment réussir à faire de mon passage sur Terre un moment intéressant pour moi qui n'est pas fait que de souffrance et de et d'angoisse, mais aussi de plaisir, de joie et de connaissance et d'apprentissage, et essayer d'amener d'autres personnes avec moi dans ce trajet-là. Et c'est vrai que moi à 15-16 ans, donc c'est là où c'est un petit peu commencé ce questionnement, c'était de dire on arrive, je me rapproche de la vie d'adulte. J'étais à 2 ans du coup d'avoir le bac, et on me faisait comprendre que peut-être la vie après les études lycéennes ou post-bac, enfin étudiante pardon, serait les meilleurs moments de ma vie potentiellement. Ce qui laissait entendre qu'en fait une fois qu'on était dans le monde actif, enfin dans la vie active, on ne choisissait pas vraiment ce qu'on faisait, on avait le début d'une longue descente aux enfers. Ça donnait cette impression en tout cas de ce qu'on me disait, et moi j'étais assez peiné et choqué un petit peu par ce constat et de ce que j'avais l'impression de voir, et pour moi-même je me suis dit à ce moment-là en fait comment je peux faire dès maintenant pour créer si possible une trajectoire qui va m'aider à me construire, et ne pas justement ce que j'appelais pas du tout une vie par défaut à l'époque, mais de pas du moins subir et rester dans un schéma en fait qui allait m'obliger à prendre des décisions que j'avais pas forcément envie de prendre, ce qui m'a fait prendre des décisions comme sortir d'une certaine manière du système scolaire, même si je suis resté dedans encore quelques années, mais je me suis désengagé disons du système scolaire et de la voie dite classique qui veut de moins en moins dire quelque chose, mais études, job, etc. Moi j'ai jamais été salarié de ma vie. Donc il y a plein de choses que je me rends pas compte forcément, mais voilà, en tout cas c'était le point de départ pour répondre à la question. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es désengagé? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu t'es dit? Donc en gros je comprends que ce qu'on t'a envoyé c'était de dire profite bien de ta vie étudiante quand on aura une, parce que ça sera les meilleurs moments de ta vie, et qu'après tu vas souffrir, enfin en tout cas après ça sera moins drôle, ou ça sera plus gris, ou je sais pas quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu t'es dit qui t'a fait te désengager et faire déjà un premier choix marquant peut-être à ce moment-là? Je me suis posé la question en fait de qu'est-ce que j'avais envie de faire et qu'est-ce que surtout je n'avais pas envie de faire, et je me rendais compte qu'en fait j'avais du mal à suivre déjà les cours. Alors, pour différentes raisons, c'est pas aussi simple qu'une révélation personnelle. J'ai aussi un contexte familial qui a fait que alors j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, mais que j'avais ma grand-mère qui était malade à ce moment-là, qui avait une grave maladie, un cancer du pancréas, qui est décédée au bout d'1 an, et forcément ça a été très marquant dans mon histoire, parce que j'étais très proche de mes grands-parents, de mes 2 grands-parents qui sont décédés à 6 mois d'intervalle. Et forcément, il y a eu une remise en cause, une remise en question de qui j'étais, de ce que je voulais faire.
et un impact aussi sur ma vie d'étudiant, enfin ma vie de lycéen. J'ai redoublé ma seconde et au même moment j'ai découvert le poker, qui a été aussi une forme de d'un côté ça a été une forme d'échappatoire, je pense, à une situation difficile, enfin un moment difficile de ma vie, et en même temps ça a été une prise de conscience de ma capacité par moi-même à me développer dans une activité qui se trouve, pour les gens qui ne sont pas forcément familiers avec le poker, une activité qui est très challengeante, au sens pour atteindre un haut niveau dans cette discipline, c'est quasiment comme du sport de haut niveau. On part de tout en bas de l'échelle, et il faut se donner les moyens de progresser, et du coup faut développer des certaines compétences aussi bien techniques que humaines et mentales pour atteindre un certain niveau. Et du coup ça m'a vraiment permis de me construire, on va dire, d'un point de vue individuel, sous différentes dimensions, et qui va bien au-delà de simplement savoir jouer à un jeu de cartes, qui serait plus ou moins du hasard pour certaines personnes, ce qui n'en est pas. Et en plus, je me dis, parce que tu vois, moi j'ai jamais joué au poker, mais je suis joueur d'échecs de manière assez compulsive sur Internet, donc je comprends très bien ce que tu dis quand tu dis c'est une discipline pour arriver à un niveau pro, un haut niveau, c'est très exigeant, c'est comme du sport de haut niveau, je comprends très bien. Et en plus, je me dis, tu vois, si je compare par rapport au jeu d'échecs, c'est que il me semble qu'il y a la dimension argent et prise de risque est aussi plus présente, c'est-à-dire que moi, quand je joue aux échecs en ligne, je parie pas d'argent. C'est-à-dire que si je gagne ou si je perds, je vais gagner quelques points de rating ou perdre quelques points de rating, mais j'aurais pas gagné ou perdu d'euros ou de dollars. Donc, t'avais aussi cette forme d'exposition, de gain ou de perte, parce que j'imagine, enfin, tu peux aussi perdre pas mal d'argent dans cette activité. Il y a plusieurs sujets. Ça dépend jusqu'à où tu veux qu'on détaille, mais je pense que la grande différence entre les échecs et le poker, effectivement, c'est le fait qu'il y ait de l'argent au milieu. Et les échecs, pour moi, est un jeu plus noble que le poker, et un jeu plus parfait que le poker, dans le sens où il n'y a pas de hasard dans les échecs. Un joueur meilleur qu'un autre va gagner la partie. En tout cas, à certains niveaux, une différence d'élo de 200-300 fait que tu ne peux pas gagner quand ton opposant, c'est très difficile. Au poker, c'est pas vrai. Sur une partie, tu peux battre, supposons que tu sois le pire joueur du monde, tu peux battre le meilleur joueur du monde sur une partie. Ce qui rend le poker, en fait, intéressant, parce qu'il donne l'illusion que tout le monde peut gagner. Ce qui fait qu'en fait, le modèle économique derrière mettez de l'argent, cet argent à court terme va être distribué de manière un peu aléatoire, mais sur la durée, il va aller forcément envers les meilleurs joueurs. Ce que ne comprend pas le joueur moyen ou le mauvais joueur. Mauvais joueur, c'est une notion relative, ça dépend du niveau contre qui on affronte. Et donc moi, ça m'a permis de comprendre notamment, alors on va pas en parler pendant 30 minutes, mais notamment cette notion de comment prendre des décisions à long terme dans chaque situation que je vis, au poker, mais au-delà du poker, qui va maximiser, on va dire, mon espérance de gain qui est là, poker financier, mais qui peut être d'autres choses, sur le long terme. Et donc c'est ça un peu la différence avec les échecs, c'est que les échecs, le coup parfait à court terme existe. On pense le coup de maintenant. Au poker, on pense le coup le plus rentable sur le long terme. Donc c'est légèrement différent. Mais après, c'est vrai que tout ce que tu as dit sur la dimension exigence, professionnalisme et tout ce que ça permet de construire en tant que personne, il y avait beaucoup de similitudes entre les joueurs d'échecs et de poker. Et donc du coup, voilà, donc t'es sorti un peu du système à ce moment-là, ou en tout cas t'as pris des distances vis-à-vis des études. Et comment ça s'est ensuite, par quelle autre décision ou par quel autre processus t'en viens à passer de joueur de poker à entrepreneur? Alors je sais bien que la logique c'est quelque chose qui se construit pas mal a posteriori. Ouais. Je sais pas jusqu'à quel point à l'époque tu l'as vécu comme un enchaînement logique, mais quel regard tu portes maintenant sur ce passage de... passage de joueur de poker entrepreneur. J'espère ne pas en griller une au passage d'étape, mais... Non, en tout cas, dans les grandes étapes, c'est ça. Alors moi, je fais attention maintenant parce qu'effectivement, il y a des concepts que j'ai appris en sociologie. Je crois que c'est de Gilles Deleuze, c'est l'illusion biographique, qui dit qu'on a tendance effectivement à se raconter des histoires a posteriori pour justifier nos décisions, qui souvent sont beaucoup moins rationnelles que ce qu'on imagine quand on les prend. Donc je fais attention maintenant quand je raconte mon histoire de préciser ça, parce que moi-même je tombais dans ce biais auparavant. Mais si je me remets quand même dans l'état où j'étais à l'époque, donc j'ai joué au poker pendant 6-7 ans, donc de 16 ans à 22 ans.
Et en parallèle, effectivement, j'en parle rarement parce que c'est anecdotique, mais j'avais fait un BTS en comptabilité sous la demande de ma mère qui voulait que je fasse des vraies études. Donc moi, je voyais pas du tout l'intérêt à cette époque. Mais je me suis retrouvé à faire un stage, en fait, dans lequel je faisais pas grand-chose, honnêtement. Mais j'ai eu la chance de tomber pendant ce stage sur un blog qui m'a initié à l'entrepreneuriat, si tu préfères. C'était un blog d'Olivier Roland qui s'appelle des livres pour changer de vie. Et je suis tombé sur la semaine de 4 heures, sur le Personal MBA, enfin sur différents livres qui m'ont ouvert à un milieu que je connaissais pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé du coup à m'intéresser à l'entrepreneuriat et ça m'a permis de me redonner un second souffle après une phase où j'avais besoin d'un nouveau challenge après le poker qui commençait un peu à m'ennuyer. Ça serait un mauvais terme. En tout cas, j'avais besoin de passer à autre chose. Et je voyais une suite, en fait, ce qui me permettait de continuer d'être indépendant et d'avoir un challenge encore plus ambitieux, qui n'était pas que autour de ma personne, gagner de l'argent, mais de faire quelque chose qui me dépassait un peu plus. Donc c'est comme ça que ça s'est fait pour l'entrepreneuriat. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu as eu accès à cela via tes études de BTS de compta, qui pourtant, dans l'intention de ta famille, c'était une intention de sécurité, quoi, de faire en sorte que tu rentres dans certains rails, quoi. C'était la sécurité par opposition au poker qui était peut-être sulfureux et puis qui était du côté de la libido, avec tous les côtés désirs positifs et également les côtés peut-être menaçants ou sombres. Et puis en fait, c'est cette formation qui était censée t'amener vers plus de sécurité ou entre parenthèses ou entre guillemets de normalité, qui t'a permis d'enclencher une deuxième identité, qui était celle d'entrepreneur. C'est ça. Et c'est pour ça que la vie c'est toujours, c'est vraiment aléatoire sur plein d'aspects et il faut réussir à naviguer dans ce chaos parce que en fait j'étais sur un forum de poker pendant cette journée-là, pendant un stage effectivement de mon BTS, mais où je ne faisais rien parce que je n'étais pas passionné par mes études. Du coup, je faisais absolument rien pendant mon stage. Je traîne sur un forum de poker qui m'amène à un blog d'entrepreneuriat. Donc tu vois, au final, il y a pas, la connexion, elle est assez aléatoire. Mais il y avait ce désir clairement je n'avais pas du tout envisagé de devenir salarié après mon BTS. Mais en même temps, j'étais très serein. Je me souviens à l'époque, on me demandait qu'est-ce que tu vas faire après. Je disais je ne sais pas, mais t'inquiète pas pour moi. Ça, je pense que je trouverai des choses qui seront intéressantes. Et c'est intéressant que tu dis c'était aléatoire parce que l'aléatoire, c'est peut-être juste un autre nom de l'inconscient. C'est-à-dire que t'as cliqué sur ces liens-là qui t'ont amené vers des blogs d'entrepreneurs. T'as pas cliqué sur d'autres liens. Enfin, je veux dire, les liens hypertextes finalement, c'est des associations d'idées et c'est un peu comme en psychanalyse. Parce qu'en fait, finalement, le fil conducteur que je vois en tout ça, c'est la recherche de la liberté, d'une forme de créativité. On peut dire, ouais. Il y a déjà ces deux valeurs-là qui me semblent émerger de ces premières étapes de ton parcours. Je pense qu'il y a plusieurs. Ouais, effectivement, la liberté. Alors la définition de la liberté, elle peut évoluer aussi. Souvent, quand on est jeune, ado, au début de la vie d'adulte, c'est la liberté de faire vraiment ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, etc. Et maintenant, je vois beaucoup plus la liberté comme des contraintes que je peux m'imposer à moi-même pour réaliser des objectifs ou pour réaliser des projets ou avoir un mode de vie qui me convient. Par exemple, alors je fais un grand saut quantique là, mais en tant que nomade, par exemple, ce que je fais aujourd'hui, c'est très différent. J'ai des contraintes que je n'ai pas quand je suis sédentaire, par exemple. Mais j'accepte ces contraintes. Donc c'est peut-être des contraintes que j'aurais pas acceptées quand j'avais 19-20 ans, par exemple. Donc ma définition a évolué et au-delà, tu vois, je pense que pendant longtemps, une différence dans mon évolution aussi, c'est que quand j'avais encore jusque mon entreprise, que j'ai fait après, du coup, ce processus dont on est en train de parler, Fetch, il y avait beaucoup aussi, je pense, l'envie de prouver aussi bien à moi-même qu'à d'autres certaines choses. Il y avait un côté, je pense qu'au final, le côté aussi, t'es un peu l'outsider, t'as pas fait de grandes études, tu rentres dans un milieu qui est très HEC et compagnie, quand tu rentres dans les startups. Le côté en fait tu vas foutre un peu le bordel là-dedans et tu vas réussir une belle boîte. Je sais que ça me motivait aussi, même si je m'en rendais pas forcément compte à l'époque. Cette motivation qui me semble moins présente aujourd'hui, c'est moi mon driver, on va dire, à l'instant où on se parle là.
Parce que tu l'as fait. Tu l'as Ouais, fait une fois, tu as bien sûr. montré que tu savais construire une boîte qui marche, ce qui est pas donné au premier HEC venu. Mais en tout cas, ce qui est intéressant quand tu résumes ces premières étapes, c'est, j'entends l'envie de prouver comme moteur. Et moi, ce qui me frappe, surtout quand je compare à ma propre histoire à moi, c'est que, par contre, j'entends pas de peur, tu vois, il y a pas de peur d'essayer, pas de peur de sortir des rails ou des clous, pas de peur de se planter. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui vient dans ton discours. Alors que c'est ce qui vient, moi, par exemple, pas mal dans le discours de personnes que je peux accompagner. Alors tu vois aussi, c'est là où chaque parcours est différent et a ses forces et ses faiblesses. Tu vois, l'avantage de ne pas faire de grandes études, voire pas du tout d'études, c'est que t'as pas grand chose à perdre quand tu te lances en tant qu'entrepreneur. Moi, il se trouve que j'avais en plus déjà donc 6 ans de poker où la notion du risque, je savais clairement la gérer. Alors je précise juste en aparté très rapide, c'est qu'en tant que joueur de poker, j'étais quelqu'un d'assez conservateur dans la manière de gérer ce qu'on appelle sa bankroll, son capital pour jouer au poker. Donc en fait, j'avais jamais de risque de ruine. J'étais pas quelqu'un qui était compulsif ou addict ou qui pouvait prendre des gros risques sur quelques parties et du coup ne plus avoir son argent. Donc j'avais cette stabilité déjà avec le poker et j'ai réussi à utiliser un peu les forces du poker quand même, quelqu'un d'assez quand même assez fonceur quand même et qui peut savoir prendre des risques maîtrisés, on va dire, que j'ai réutilisé dans l'entrepreneuriat ensuite. Et de toute façon, je voyais bien, je côtoyais beaucoup de gens d'école de commerce à Nancy où j'avais monté ma start-up à ce moment-là, et je voyais bien la différence de mentalité et de dynamique. Une semaine pour moi, c'était pas une semaine pour eux. Je faisais l'équivalent de 1 mois pendant que eux travaillaient sur une semaine. En termes j'étais tout seul, ils pouvaient être 3, et en fait, il n'y avait pas du tout la même intensité parce que eux savaient que derrière il y avait le coussin plus ou moins réel de sécurité de leurs études, qui est de moins en moins vrai avec le temps avec les années qui passent. Mais en tout cas, à l'époque, ils pensaient comme ça, et ce qui influait sur leur motivation et leur intensité en tant qu'entrepreneur. C'est intéressant. Donc, le fait de ne pas avoir fait ces études, finalement, d'un côté, tu te disais, j'ai pas grand chose à perdre. Donc, il y avait moins de peur. Et en même temps, ça te donnait une plus grande urgence. C'est ça. À accomplir quelque chose, tu vois. C'est un côté un peu paradoxal, presque. Ouais. C'est vrai. Et en fait, je savais combien j'avais d'argent de côté suite à ma carrière de joueur de poker. Je me suis dit j'avais 2 ans et demi de fonds de sécurité. Donc ce qui était un luxe à 21 ans du coup, sans avoir jamais travaillé de ma vie. Ouais. J'étais le seul dans mon entourage à pouvoir me mettre à temps plein tout de suite sur mon projet sans avoir le chômage. Et par contre, j'ai vu pendant 2 ans cet argent diminuer. Ce pécule, on va dire, je l'ai vu fondre pendant 2 ans jusqu'au moment où j'ai pu commencer à me payer sur mon entreprise. Donc il y a quand même eu cette zone à un moment un peu quand même stressante de se dire est-ce que je me fourvoie pas, est-ce que je vais pas tout perdre, même si on perd jamais vraiment tout parce que c'était que de l'argent pour l'occurrence. Mais je sais qu'en tout cas il y avait quand même eu ces 2 ans où j'ai vu l'argent disparaître petit à petit sur mon compte en banque. Sans que ça crée plus d'angoisse que ça, parce que finalement ça serait tu étais aussi habitué à cela déjà quelque part. Alors j'étais pas habitué à perdre de l'argent, j'étais habitué à en gagner de l'argent avant ça avec le poker pour le coup, vu que c'était plus l'inverse, parce qu'au poker j'avais eu très peu de mois négatifs, je savais pas trop ce que ça faisait de perdre de l'argent tous les mois. J'ai gagné au poker sur 4 ans vraiment à jouer sérieusement, j'ai eu que 1 mois négatif, donc je savais pas ce que ça faisait de perdre de l'argent à la fin du mois. Ok. Mais d'accord. Là, je perdais vraiment de l'argent tous les mois là. Alors l'expérience Fetch, en tout cas, en tout, elle a duré combien d'années? C'était 4 ans aussi à peu près, quasiment 4 ans avec la session. Ouais. Comprise. D'accord. Donc là, c'est ton 2e chapitre. Donc moi, ce que je retiens, c'est le premier chapitre. T'as appris l'autonomie, la gestion du risque, gagner de l'argent. La 2e, elle a été peut-être motivée aussi par l'envie de prouver quelque chose. Et finalement, en quoi est-ce que cette 2e vie, elle te nourrit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Alors j'ai repris quelque chose et je suis allé encore plus loin qu'avec le poker. Ce que j'ai pas mentionné sur la première partie, c'est le désir d'apprendre et de progresser très vite dans un domaine. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'avais même avant ça dans le tennis quand j'étais petit. Enfin, dans tous les domaines où je me suis impliqué, j'ai toujours eu cette mentalité de comment je peux devenir le plus vite possible bon, compétent, voire excellent dans un domaine, en m'entourant notamment de personnes qui sont dans cette démarche aussi avec moi.
Et du coup, j'avais une frustration de la partie poker, c'est que comme ma famille n'aimait pas forcément le fait que je sois joueur de poker, ce que je peux comprendre, on mettait des bâtons dans les roues, un petit peu des freins dans ma progression. Je me suis dit, cette fois-ci, tu vas vraiment aller à fond et vraiment essayer d'atteindre le top niveau dans cette discipline qui est l'entrepreneuriat, les startups. Et c'est pour ça que j'avais choisi les startups à l'époque. C'était pas tant pour devenir riche, c'était pour en fait, il y a pas de limite aux startups. En 5 ans, on peut vraiment potentiellement avoir une boîte qui est mondialement connue en 5-10 ans. Et par mondialement connue, ça nécessite d'être international du coup. Partir de son garage et arriver à une boîte internationale en 10 ans, je trouvais le challenge intéressant. Et alors c'est fascinant parce que donc dans ces 2 premières vies, tu as été dans l'intensité. Enfin, quand tu décris dans une intensité, ce que tu faisais en un mois, ce que les autres, enfin tu faisais en une semaine, ce que les autres faisaient en un mois plutôt. Dans l'intensité, dans la performance, dans le progrès, jusqu'au moment où tu as vendu Fetch, je crois. Ouais. Et aujourd'hui, vu de loin, tu as l'air d'être dans des moteurs qui sont plus du tout les mêmes, ou alors en tout cas dans une définition dans une définition de la performance ou de la réussite qui a plus grand chose à voir. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça? C'est sûr qu'on peut se poser la question. En tout cas, je me la pose. Donc, non, mais parce que des personnes qui auraient eu comme toi la première réussite avec la boîte que tu as créée pendant 4 ans, 95% d'entre eux, ils ont monté une deuxième boîte derrière. Alors, faut nuancer. Moi, je considère que c'est une réussite sur tous les aspects, sauf l'aspect financier. Parce qu'en fait, on m'a souvent interrogé là-dessus, et il y a des articles sur ça sur Internet. Donc, peut-être que tu pourras partager notamment 1 ou 2 liens sur ce sujet. Mais la boîte, je l'ai plus cédée que vendue. C'est qu'on a raté une très belle vente, et je l'ai vendue à un montant qui ne m'a pas permis de devenir riche, concrètement. Donc, j'ai pas eu l'exit qui fait qu'après, tu ne travailles plus de ta vie. Tu peux ne plus travailler de ta vie. Mais par contre, sur tous les autres aspects, je considère que ça a été une réussite en tout point. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je me suis cherché, ça s'est pas fait tout de suite. En fait, pendant Fetch, pendant cette aventure, j'ai recommencé plutôt à relire des livres qui n'étaient pas que des livres business. Donc, un peu plus de retour plutôt début, vraiment prémisse, je dirais même, de mon intérêt pour la philosophie. Quelques livres d'histoire, dont Harari avec Sapiens, à l'époque, que j'avais lu comme tout le monde, vers 2016-2017. Comme beaucoup de gens, du moins. De la sociologie, des essais sur tout type de sujet. Et du coup, c'était paradoxal parce que d'un côté j'avais Fetch, et de l'autre je me disais, je suis en train d'apprendre des choses qui sont plus intéressantes que le sujet de ma boîte. Et du coup, j'avais même dans ma propre boîte, des fois je me disais, c'est bien ce que je fais la journée et tout, mais il y a des choses qui me stimulaient intellectuellement et qui me faisaient beaucoup plus réfléchir que nos problématiques qui me paraissaient, alors elles étaient complexes à différents aspects, mais donc le cœur de notre business me paraissait beaucoup moins intéressant que ce qu'il y avait à côté, quoi. Les problématiques sociétales que je pouvais ressentir, ou mon désir de connaissance, était pas assouvi par seulement être entrepreneur sur une boîte. Donc j'ai essayé de répondre à ça de différentes manières. J'ai essayé de répondre à ça en devenant potentiellement investisseur. Je me suis dit, je suis bon en entrepreneuriat. Je comprends bien les notions de long terme grâce au poker, les mathématiques de l'investissement, je les comprends très bien grâce au poker. Donc je vais essayer de devenir investisseur et créer un fonds d'investissement, ce qui va me permettre de nourrir ma curiosité en voyant plusieurs projets, plusieurs entrepreneurs, etc., et de pas être limité à une seule boîte. Finalement, ça m'a pas plu, mais pourtant j'ai quand même créé des choses qui étaient qui ont servi à l'écosystème, notamment un podcast dans la tête d'un VC qui a été qui a été connu, on va dire, par une niche en tout cas à l'époque. Mais je me suis rendu compte que ça me suffisait pas. Et petit à petit, effectivement, je me suis tourné de plus en plus vers la lecture, vers l'écriture de ma newsletter, qui est passé de quelque chose qui était très entrepreneurial à beaucoup plus des réflexions, des philosophiques sociétales et autres. Et même le coaching, tu vois, dans ma démarche, toi, si on ramène aussi au coaching, que je fais aussi aujourd'hui toujours, j'ai commencé comme un consultant qui apportait vraiment des réponses aux gens, dans la limite de ses connaissances qu'il avait acquises dans sa carrière d'entrepreneur, disons. Mais je sentais bien que j'étais limité, parce que au final, j'avais fait une boîte qui avait été montée jusqu'à une 30aine de personnes. Je savais pas tout, loin de là, quoi. Dans l'entrepreneuriat, j'ai pas fait une multinationale. Et en même temps, je sentais qu'on était bloqué tout le temps dans mes coachings à l'aspect business stratégique
et on parlait rarement de l'humain, et je voyais souvent qu'en fait il y avait des problématiques qu'on traitait pas. Et je me suis dit comment je pourrais faire pour faire du coaching qui traite du problème de la personne en fait, de partir de l'humain pour aller ensuite vers son entreprise plutôt que l'inverse. Et du coup j'ai complètement inversé ma pratique il y a 1 an là, ce qui nous a conduit du coup à nous rencontrer aussi au courant 2021. Et depuis en fait je me sens plus proche effectivement de la trajectoire que j'ai envie de prendre en ce moment, qui est beaucoup plus sur l'humain, sur la réflexion, sur la psychologie, sur la philosophie, pour l'individu et pour la société. Donc c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Ça a commencé pendant en fait un peu cet intérêt. Ce que j'aime beaucoup, même si je suis pas sûr de lui donner le même sens que toi, c'est t'as fabriqué un joli mot valise philopreneur. Donc moi que j'entends comme la collision entre philosophe et entrepreneur. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quel sens tu donnes à ce terme-là? Est-ce qu'il te définit aujourd'hui ou comment ça se passe? Ouais. En fait, je l'ai lié à ma thèse personnelle, un peu à ma grille de lecture du monde et de comment agir, on va dire comment vivre en tant que personne en partant de moi. Et ça a évolué, et ça évoluera encore la définition du terme. Ça a commencé comme une personne qui était dans une recherche d'équilibre entre réflexion et action. Moi, étant entrepreneur à la base, je suis quelqu'un qui est très poussé par l'action. Et une des faiblesses de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de manquer de capacité de prise de hauteur, de réflexion. Et du coup, je voulais amener cette dimension justement de sortie de tête du guidon, de prise de hauteur, de réflexion dans mon environnement qui était plutôt entrepreneurial. Et petit à petit, en fait, je suis revenu plutôt vers la philosophie. J'ai eu une phase plus dev personnel et maintenant je suis vraiment beaucoup plus dans quelque chose qui est complètement lié à la philosophie, notamment la philosophie antique, mais pas que. Et donc ma définition maintenant est beaucoup plus proche de ce qu'est un philosophe en fait, tout simplement. Mais le problème, donc un philosophe au sens antique, donc quelqu'un qui veut vivre selon un certain mode de vie. Il va faire un choix de mode de vie et pour faire ce mode de vie, il va s'appuyer sur ce qu'on appelle un discours philosophique, donc un système philosophique qui peut être stoïcien, épicurien, platonicien ou autre, ou éclectique. Il peut être aussi un ensemble comme Cicéron, un ensemble de différentes philosophies. Mais le problème du terme philosophe, c'est qu'aujourd'hui, quand on entend philosophe, on entend mec qui écrit des théories abstraites, qui est à l'université, qui est déconnecté du réel, qui est dans sa tour d'ivoire, etc. Alors que le philosophe, à la base, c'est quelqu'un qui, Socrate faisait la guerre. La guerre, il y avait des guerres entre les cités à la Grèce antique. Platon également, connu comme étant presque un lutteur, si je me trompe pas. Donc j'aime cette dimension un peu l'intellectuel qui n'est pas que un intellectuel justement. Et le philopreneur, du coup, c'est un terme que je m'approprie, que j'ai créé entre guillemets, qui me permet de poser un peu ma vision de comment développer sa philosophie de vie à notre époque, mais qui a encore amené à évoluer, je pense, selon mes recherches et mes trouvailles. Parce qu'effectivement, le philosophe antique, il pratiquait ce qu'il prêchait, c'est-à-dire si un philosophe stoïcien, il vivait selon les préceptes du stoïcisme. Je sais que tu as beaucoup exploré le stoïcisme cette année, que tu as toi-même mis en vigueur, essayé de vivre selon certains, en tout cas, des préceptes. Et donc là, philopreneur, ça serait comment réutiliser une certaine guidance philosophique, y compris dans un projet d'entrepreneuriat. Ça pourrait ressembler à ça ou... En fait, pas nécessairement. Je considère que aujourd'hui, j'ai l'impression que dans la société, le intégral, c'est un peu de devenir entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui aspirent à devenir entrepreneur. À une époque, il y a eu aussi toute la propagande, c'est pas le bon terme, il y a eu beaucoup de visibilité autour de l'écosystème des startups. Ce qui est toujours le cas, mais un peu moins vrai peut-être qu'il y a 2-3 ans. Et j'ai l'impression que l'important dans notre époque, c'est pas tant d'être entrepreneur, c'est d'être entreprenant. C'est vraiment d'avoir une posture entrepreneur, vis-à-vis de soi-même déjà, avant de penser à faire une entreprise. L'entrepreneuriat permet, c'est un outil pour aller vers ça, mais c'est pas le seul. Et moi, du coup, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, ce que j'essaye déjà de comprendre moi-même, c'est comment sortir un peu de schémas par défaut, donc qui sont liés forcément à notre histoire personnelle, mais aussi à comment le monde est structuré aujourd'hui,
pour mener une vie avec plus d'intention. Et ce que j'entends par là, ça veut dire quelle identité j'ai envie d'avoir, quelles sont les valeurs que j'ai envie d'incarner. Comme tu disais, le philosophe est censé incarner des principes, s'appuie sur un système et aussi sur des valeurs, notamment les stoïciens, voilà, et sur les 4 vertus cardinales quand on parle du stoïcisme, donc le courage, la tempérance, la sagesse et la connaissance. Et donc c'est aussi une réponse dans ma réflexion à un monde actuel où en fait on n'a plus trop de repères. On est un peu comme sur un sol un peu instable. On sait plus trop qui on est, on sait pas trop quelles sont les valeurs sur lesquelles on doit se construire. Et l'entrepreneuriat était une réponse en partie à ça pour les jeunes, quoi, qui sortaient des études et ils savaient pas trop quoi faire. Bon, va à Station F, monter une start-up. C'était un peu, voilà, un échappatoire aussi, qui peut être positif. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va au-delà de l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est un peu ma réflexion, c'est est-ce que le philopreneur, c'est pas un peu le méta-entrepreneur, entre guillemets, si je pousse un peu la réflexion à notre époque. Alors, ça va être à mon tour de partager avec toi et avec les personnes qui nous écoutent mon expérience personnelle. Moi, j'accompagne des entrepreneurs, mais aussi des cadres dirigeants de grosses boîtes. Alors, certains sont encore trentenaires, d'autres sont cadras, d'autres sont quinquas. Et en fait, j'aime bien ton expression, l'important c'est d'être entreprenant. Et en fait, moi, mon constat, parmi cette population que j'accompagne, donc ils sont globalement des gens qui ont socialement bien réussi, voire très bien réussi. Donc voilà, ils ont une bonne situation, comme on disait il y a quelques générations. Hein, ils ont un beau titre, un beau salaire, une belle boîte, un statut social magnifique, hein, très enviable et très envié. Et en même temps, à un moment, ils sont confrontés à un manque, du style, soit ils s'ennuient, ils se disent, ok, tout ça pourquoi, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Voire même pour certains, ils sont en souffrance parce qu'ils travaillent trop ou ils ont un chef tyrannique, par exemple. Et en fait, je trouve qu'ils ont souvent, c'est pas être paradoxal, parce qu'ils sont dans les 1% les plus successful de la société, tu vois. Selon les critères de la société. Du mal. Ouais. Selon les critères de la société, absolument, hein, on est bien d'accord. Ils ont particulièrement du mal à être entreprenants, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle moi le syndrome de la prison dorée, c'est-à-dire que je m'ennuie, voire je souffre, et en même temps je ne peux rien faire parce que tu comprends le statut social, les emprunts, ceci, cela. Et donc toi, de par ton expérience, que toute évidence tu es très doué pour ça, est-ce qu'il y a un questionnement ou peut-être pas une méthode, mais un état d'esprit au moins? Qu'est-ce que tu pourrais transmettre à ces personnes dont je parle, qui ont finalement du mal à être entreprenantes, c'est-à-dire du mal à passer, comme tu le disais au début, à une vie plus intentionnelle, c'est-à-dire qu'ils soient pas juste je suis sur des beaux rails dorés et j'y reste peut-être pas jusqu'à ma mort, mais en tout cas jusqu'à ma retraite. Il faudrait presque prendre au cas par cas. C'est là où le coaching il est important. Mais je te demande une réponse générale. J'ai bien conscience de l'ambition de ce que je te demande. Non, mais c'est vrai que ça, on peut mentionner effectivement que le coaching, c'est là où c'est intéressant parce que chaque personne a sa problématique et ça va dépendre aussi de sa propre histoire, de son âge, de plein de choses. C'est plus simple de pouvoir enseigner ça entre guillemets à quelqu'un de 17-18 ans. Qui part sur des bases, soit où il va pas justement aller dans de l'endettement, sur des choses comme ça, qui va peut-être le bloquer d'une certaine manière. Et encore, je vais y venir, je vais répondre quand même à ta question. Peu importe, prenons même la situation où on a le plus de responsabilités et de points bloquants potentiellement. Mais c'est pour ça aussi que dans ma réflexion actuelle, je réfléchis, à partie très rapide, mais à qu'est-ce que serait une école de philosophie moderne qui serait ouverte à tous, mais qui serait quand même destinée en priorité aux jeunes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on dit toujours, c'est toujours la jeunesse qui est l'avenir de la société. Et moi, j'ai 30 ans, mais je commence déjà à le penser, même des gens qui sont plus jeunes que moi. Parce que les symptômes de notre époque, en fait, vont créer des choses, sont les symptômes, de certaines problématiques, que je pense qu'il n'y a que les jeunes qui vont pouvoir vraiment les traiter. Parce qu'après, on a forcément ce que tu as dit, en fait, plus on évolue, plus on a des convictions, plus on a des contraintes, plus on a des problématiques qui font qu'on a moins la motivation ou la capacité à traiter ces problèmes. Et c'est entre guillemets le problème des jeunes. Mais pour répondre du coup à comment mener une vie plus intentionnelle quand on a des contraintes, quand on a un statut, quand on a une situation, comme tu disais, je pense qu'il faut revenir
à des questions identitaires en fait. C'est pourquoi vraiment j'ai fait ça, essayer de se refaire un peu le fil de sa vie. Est-ce qu'aujourd'hui être cadre, je le suis parce que il faut payer la facture? Est-ce que je le suis parce que j'aime le statut que ça me donne à un dîner? Si c'est parce que c'est le statut, si supposons que c'est parce que c'est le statut notamment, en fait, du coup ça veut dire que je vis pour les autres, parce qu'en fait je vis juste pour pouvoir dire à un dîner je suis je sais pas, directeur marketing de telle entreprise. Du coup ça veut dire que c'est pas tant le fait d'être directeur marketing qui t'intéresse, c'est le fait de pouvoir dire que t'es directeur marketing. Donc est-ce que au final t'as un vrai épanouissement interne à tout ça? Et tu vois, alors ça c'est un exemple, tu vois, je prends quelque chose de précis pour que les gens puissent comprendre. Mais c'est vraiment tout questionner. C'est vraiment, parce que dit Socrate, la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Il y a un moment, on vit tous dans l'ignorance. On vit tous, en fait, tout est fait déjà pour qu'on réfléchisse pas. Aujourd'hui, les gens travaillent beaucoup, les gens sont occupés, les gens ont Netflix, les gens ont les réseaux sociaux. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour ne pas réfléchir et ne pas vivre de manière examinée. Et la raison aussi, c'est parce que ça fait peur. Ça veut dire remettre en cause des choses. Donc c'est un travail qui est difficile, mais les personnes qui font ce travail-là ont au moins le mérite de se donner une chance, on va dire, de changer de trajectoire, tout en composant avec la réalité, parce que le but c'est pas de partir du jour au lendemain, de lâcher ses enfants, sa femme et son travail. Le but c'est de se dire j'ai telle situation, comment maintenant je peux être un peu plus intentionnel, conscient dans ma manière de vivre, et quel est le plan que je peux mettre en place pour que dans 1 an, 5 ans, 10 ans, je sois plus aligné avec ce que j'ai vraiment envie. Et au final, les crises, ce qu'on pourrait appeler une crise existentielle qu'ils pourraient vivre à un moment, pour moi, elles sont très positives. C'est qu'au moins, ils ont déjà commencé un peu le travail. C'est ils ont déjà ils sentent déjà qu'il y a quelque chose qui va pas, malgré leur situation idyllique de l'extérieur, souvent. Donc j'ai envie de dire, c'est plutôt déjà comment faire prendre conscience aux gens que est-ce que leur situation est vraiment si bonne que ce qu'ils pensent. Et celui qui a déjà une crise existentielle, il a déjà, entre guillemets, fait une petite partie du chemin, quoi. J'ai l'impression, du moins. Et après, il y a peut-être besoin de se faire aider et de lire des choses, de s'intéresser se faire accompagner ou autre. Il n'y a pas que le coaching, bien sûr, mais je veux pas délaisser les personnes plus âgées, mais les jeunes aujourd'hui, on voit qu'il y a des vrais sujets. Alors là, je pourrais ouvrir trop de portes, et du coup, je vais pas forcément aller en détail là-dessus, mais on voit qu'il y a un vrai enjeu de mieux savoir penser, de mieux savoir comment savoir vivre correctement en tant qu'individu de société. Et comment on veut contribuer à tout ça. Et je pense que c'est un enjeu majeur. Du coup, ça sera, je pense, le gros sujet de mes prochains travaux, quand je vais écrire mes premiers livres. Mon persona, la personne à qui j'ai envie de parler, c'est plus quelqu'un qui a entre 18 et 25 ans aujourd'hui. Même si ça s'adressera potentiellement à beaucoup plus de monde. Une des raisons pour laquelle ça fait peur, tu disais la vie examinée fait peur, c'est que si je commence à examiner ma vie pour la première fois à 50 ans, ma crainte, ça peut être de réaliser que j'ai fait fausse route depuis 30 ans. Et ça, évidemment, c'est terrible. Alors, après, c'est juste une peur. Hein. En fait, évidemment, on n'est pas obligé de le vivre comme ça. Ouais. J'invite les auditeurs à lire un roman qui fera bien, enfin, qui représentera très bien ce que tu dis. C'est Nietzsche a pleuré de Irving Yalom, psychothérapeute américain. Qui justement c'est une romance, enfin une histoire romancée, mais entre la rencontre entre Nietzsche et le mentor de Freud qui s'appelle Brouwer, il me semble le nom de famille, et qui engendre les débuts de la thérapie de l'âme, la psychanalyse du coup. Et du coup, le Brouwer dans le roman se pose des vraies questions existentielles. Justement, il doit avoir la cinquantaine et il remet tout en cause, sa vie, son statut, sa femme, tous ses choix en fait. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on voit quelqu'un qui a exactement le profil que tu as décrit. C'est vraiment une des personnes qui a le plus réussi socialement de son époque. Il me semble qu'il doit vivre je crois que c'est en Autriche, il doit vivre à Vienne de mémoire. À Vienne, fortement, comme certainement, à cette époque. Et pour autant, on voit pendant au moins la moitié du livre tous les questionnements que peut avoir cette personne. Et je pense que toute personne qui se reconnaît dans la description qu'on a donnée aurait du bon à lire ce livre. Moi, je garde de très bons souvenirs de tous les livres de Yalom. Hein. Il en a écrit un sur Nietzsche, un sur Spinoza, un sur Schopenhauer. Ouais. Du coup, je vais dire, tiens, ça fait quelques années que je l'ai lu celui-là. J'aurais sans doute du bénéfice à le relire. C'est bien que tu parles de Yalom parce que c'est aussi lui qui a un petit peu, enfin, en tout cas à ma connaissance, théorisé les principales peurs existentielles.
Hein, et il en a listé 4, et dans les 4, il y en a 2 dont on est en train de parler maintenant. Hein, c'est la peur de sa propre liberté. Hein, il me semble que c'est quand même pas mal ce dont on est en train de parler. Ouais. Et c'est l'angoisse devant l'absence de sens. Et finalement, ce sur quoi tu travailles, c'est là-dessus. C'est comment faire bon usage de ma liberté et qu'est-ce qui va lui donner du sens pour moi-même et pour le monde. Donc c'est bien d'avoir invité Yalom. Merci d'avoir invité Yalom dans notre dans notre échange. Et donc du coup pour 2022, si j'ai bien compris, il y a, outre tes newsletters hebdomadaires, toujours très riches et moi qui me donne toujours plein de pistes. Je lis pas toutes les semaines parce que malheureusement j'ai pas toujours le temps, mais à chaque fois que je les lis, je clique sur un lien YouTube ou un podcast ou un bouquin ou un article, et ça vient vraiment me nourrir, et je t'en remercie. Mais donc si je comprends bien, en 2022, il y a un livre dans l'écran radar. C'est trop tôt pour en parler ou Non, c'est trop tôt pour parler d'un thème arrêté, mais ça sera autour des thèmes qu'on a abordés dans notre discussion. C'est juste qu'en ce moment, je suis vraiment dans une phase où j'ai le sentiment d'apprendre beaucoup de choses, d'explorer des sujets qui sont complexes et que j'essaie de m'approprier au maximum et de connecter entre eux aussi, toujours en faisant des allers-retours entre le passé et le présent et l'avenir proche. Disons, j'essaie de projection d'un avenir assez proche. Et j'ai besoin encore je pense de 3 à 6 mois là en fait, où je travaille sur des plans provisoires avec lesquels je joue. Mais c'est mon gros projet de 2022, c'est qu'à la fin de 2022, pour que mon année soit considérée comme réussie, d'avoir écrit mon manuscrit qui soit prêt à être édité et publié, quoi. Donc c'est le gros projet pour moi. Et il y a des choses qui découlent de ça. Du coup, il y a beaucoup de choses qui découlent de ce livre. Donc il y a ma newsletter qui permet de faire des brouillons de ma pensée aussi, qui d'ailleurs est devenu beaucoup plus quelque chose où je partage des idées, des réflexions où je mets des liens, même si je mets aussi des liens toujours, mais avant c'était vraiment plus une newsletter de curation, maintenant c'est plus une newsletter de réflexion vraiment à part entière. Ce qui a changé depuis le mois de septembre. Et l'an prochain, j'ai le développement, en fait, avec le livre en toile de fond de ma chaîne YouTube aussi, où j'ai envie pareil que la newsletter, de développer des sujets de fond, de partager mes réflexions et d'avoir des conversations comme on peut avoir là sous mon podcast, qui est un podcast qui est filmé également. Parce que c'est par le dialogue que j'ai l'impression que je progresse le plus aussi. Moi, j'ai vraiment la lecture et le dialogue. C'est un peu mes 2 modes pour vraiment avancer. Ouais. Lire des livres, réfléchir à mes lectures et en parler avec d'autres personnes et avancer dans un dialogue construit et bienveillant, quoi. Pas un débat de gladiateurs qui veulent s'étriper. Donc il y a cette chaîne YouTube avec j'espère beaucoup de discussions intéressantes et les prémices de mon académie que je vais certainement lancer l'an prochain, académie de philosophie, ça s'appellera peut-être académie du philopreneur ou des philopreneurs. Et là je suis en train d'étudier du coup le modèle notamment de l'académie de Platon. Je suis en train de regarder toutes les académies en fait antiques et un peu ce qui s'est fait à travers l'histoire, et de construire mon propre format d'académie pour aider les gens, notamment à mieux penser. Je pense que c'est le vrai enjeu. De toute façon, pour ce que dit André Comte-Sprouville, mieux penser pour mieux vivre. J'aime beaucoup ce philosophe contemporain. Et du coup, j'ai l'impression que le vrai enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus, on ne veut plus bien penser. On ne veut plus penser, en fait, tout simplement. Sur plein d'aspects différents, enfin pour plein de raisons différentes et de plein de manières différentes. Et je pense qu'un peu une de mes batailles pour les prochaines années, ça va être de remettre un peu au centre l'importance de bien penser et même, je dirais, juste de penser avant de parler de bien penser. Et c'est seulement en pensant bien qu'on peut vivre bien, parce qu'en fait, je pense que notamment la souffrance, elle vient que les gens ressentent dans notre société aujourd'hui en tant qu'individus ou dans des collectifs. Je pense qu'elle vient de l'ignorance et l'ignorance, elle vient souvent en fait d'un manque de méthodes pour bien penser et pour essayer de connaître un peu plus. Et quand on connaît pas, on finit aussi par être frustré, à être haineux, à avoir du ressentiment, etc. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai enjeu de se réapproprier vraiment la connaissance et la pensée. Donc c'est peut-être un peu vague ce que je dis, mais c'est un peu mes raisonnements du moment et mes sujets de réflexion. Oui, remettre la pensée au centre et l'importance de penser,
Pour moi, ça résonne vraiment. Alors, ouais. Et le dialogue, et je précise, excuse-moi, mais le dialogue et l'acceptation de ce que j'appelle la zone grise, qui est pas forcément un bon terme, mais que la vérité n'est pas d'un côté, la vérité elle est dans le dialogue, elle est dans l'échange. Oui. Ouais. L'éloge de la nuance. L'éloge de la nuance. Par opposition à une certaine. On va pas aller là, ça nous emmènerait beaucoup trop loin, mais par opposition à une certaine cancel culture dont tu parles, je crois, dans ta dernière newsletter. Alors, il y aura encore plein de sujets que j'aurais aimé aborder avec toi là, mais bon, j'ai dû faire des choix, sinon ça aurait été pas 3 quarts d'heure, mais 4 heures. Il y a quand même une dernière question que je voulais te poser. C'était, tu as choisi un nouveau mode de vie depuis, je pense 6 mois maintenant, au moins 6 mois, c'est que à peu près, ouais. Peut-être même un peu plus. C'est en gros, tu es nomade. Donc on a parlé la Géorgie, la Hongrie. Là, tu es de repassage en France, mais je crois qu'il y a une île qui se profile, une île ensoleillée peut-être qui se profile à l'horizon. En quoi est-ce que ce mode de vie, ce nouveau mode de vie nomade, t'aide justement à construire ta pensée, ou quel lien tu fais entre les deux, parce que c'est pas anodin. Ouais, on a quand même beaucoup de choses à dire. J'essaie d'être pas trop long. en 5 minutes chrono. En 5 minutes. Ok. Donne-moi le temps qui est à ma disposition. Mais alors déjà, ça part d'une envie que j'ai depuis que je suis adolescent, qui était de voyager et de mettre dans cette situation justement de comment dire. J'aimais l'idée d'être minimaliste, même si j'aime pas forcément le courant minimaliste, mais l'idée de pas avoir beaucoup de possessions, du moins, de pas me sentir entravé par des possessions, qu'elles soient des vêtements, mais ça peut être aussi un appartement, des possessions au sens large, et de voir comment j'allais réagir en mettant dans des situations qui me font sortir de ma zone de confort, hein, clairement des zones d'inconnu complètes pour moi, ne serait-ce qu'aller en Géorgie, pour moi c'était un premier challenge, quoi. J'étais jamais allé plus loin que l'Italie, j'avais pas vraiment voyagé dans ma vie avant ça. Donc il y avait ça répondait à un besoin que j'avais depuis longtemps, que j'avais pas pu assouvir dans ma vingtaine, donc je me suis dit, voilà, c'est le moment, j'avais un alignement des planètes là-dessus, qui faisait que j'ai pu le faire. Et il y a eu autre chose aussi, c'est que j'ai envie de construire quelque chose en France, notamment, je parlais d'académie, mais j'aimerais à terme qu'il y ait un lieu physique que je construise en France, et j'ai pas le terme qui me vient, m'engager, m'ancrer, d'une certaine manière, dans un territoire. J'espère français, même si ça peut encore évoluer dans les prochaines années, mais normalement, ce serait la France. J'espère beaucoup, ça, en tout cas. Mais avant ça, il faut que je sache avec qui j'ai envie de vivre, quelle est la forme de communauté que j'ai envie de construire. J'avais besoin encore d'être plus mature dans mes idées, dans le mode de vie que j'ai envie d'avoir. Donc le départ aussi, c'est aussi parce que je ne sais même pas où me poser en France. Donc il y a un côté, tu vois, à défaut de savoir où aller, bon, autant alors explorer d'autres contrées. Et ça me permet aussi beaucoup de choses, le voyage, ça me permet d'avoir un rapport différent à mon propre pays, moi qui a toujours vécu en France. Ça me permet de sortir un peu de parce que Ken Wilber appellerait, ce qu'on peut appeler son ethnocentrisme, une vision très, très française, très haute-centrée. Et de me rendre compte de plein de choses, sur la nature humaine, sur comment les sociétés se développent. Il y a plein de choses que je vois concrètement devant mes yeux grâce à ce voyage. Et c'est aussi un challenge personnel, c'est de se dire, par exemple, tant que j'ai pas écrit mon premier livre, par exemple, je vais continuer à être nomade parce que les conditions sont très bonnes pour écrire aussi, quoi. Je gère mes journées, j'ai du temps, personne vient m'embêter. Quand je suis en Géorgie, les gens n'ont même pas mon numéro de téléphone, c'est incroyable, personne ne m'embête. Et donc je pense qu'il y a une quête un peu de soi, il y a une quête de qu'est-ce que j'ai envie de construire en France dans le futur, qui j'ai envie d'amener avec moi, et j'ai l'impression d'être plus fin dans ma compréhension de l'individu, de la société grâce à ce voyage, qui pourrait durer encore 1 ou 2 ans. Voilà. Tu crées, oui, c'est une façon pour toi de te décentrer ou de te décaler. Ça tombe bien, c'est le titre de ce podcast, décalage. Donc c'est une façon de prendre, de mettre de la distance entre toi et ton logiciel par défaut, qui était largement la culture française en fait.
Complètement. Ok. Ouais. Bon, alors il faudra qu'on prévoie d'ici 1 an, je sais pas, un épisode 2 pour reparler d'Irving Yalom, de Ken Wilber, de Jordan Peterson et de quelques autres Bien sûr, ouais. de quelques autres lectures que nous avons visiblement en commun. En tout cas, pour aujourd'hui, il me reste à vraiment te remercier, Jean-Charles. Je mettrai aussi dans la description de cet épisode de podcast un lien vers ta newsletter qui est vraiment une source de nourriture et d'ouverture fort appréciable. En plus, t'es très éclectique, donc j'irai d'une semaine à l'autre, ça va partir dans des directions très différentes. Et voilà, moi, honnêtement, j'ai pas trouvé l'équivalent de ta newsletter ailleurs, donc je tenais à te le dire. Merci. Et puis donc il me reste à te souhaiter quoi, de bons voyages pour 2022. Oui, de bons voyages et puis de parvenir à trouver mon angle pour mon livre, parce que je pense que l'écriture sera pas le plus dur, c'est vraiment une question d'angle ouais, c'est vraiment un angle que j'ai envie de trouver. Donc, pour de sortir mon livre, je pense que c'est ça qu'on peut me souhaiter, sortir mon livre début 2023, voilà. C'est ça. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Jean-Charles. Merci Jean-Marc. Si vous avez aimé cet épisode, notez ce podcast sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre, et commentez-le, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Cela nous aidera en effet à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par email ou bien via LinkedIn. À très bientôt!